Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui s'apprête à parcourir les chemins, à tenir la distance. Si je vous dis ça, c'est que les Strade Bianche approchent, mais aussi Paris-Nice et Tirreno. On va en parler en deuxième partie. Avant ça, on va faire le bilan de ce premier week-end de classique belge, classique pavé, avec même, pas que le week-end, un petit mardi en plus. Quels enseignements en tirer? Il y a déjà pas mal de choses à dire. Et évidemment, quand il y a du chemin, quand il y a de la boue, quand il y a de la, j'ai envie de dire, la poussière, Anthony est bien là avec nous pour en parler. Salut Anthony. Salut Johan, salut la team et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, très content de vous accompagner, parler un petit peu de pavé sur le week-end dernier et puis les Stradés qui arrivent. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais. En effet, c'est le moment un peu excitant de la saison, c'est vrai, où il y a pas mal d'inconnus. Il n'est pas inconnu lui, il est avec nous, il est bien là, habillé comme un voleur, Thib, qui est présent tout en noir. Donc si jamais vous avez des trucs à dérober, appelez-le, on mettra son contact à la fin. Ça va Thib ? Bah ça va, mais je suis habillé tout en noir aussi parce qu'il y a le bonnet, parce que j'ai rejoint la team Saakian et Anthony Nicolas. Ah, et il assume pas. Ah oui, non mais alors, il y a un truc qui est assez bizarre, c'est qu'au fur et à mesure, on va tous finir comme ça. Ou alors, on base le recrutement que sur ça. Le problème, c'est qu'on a James. Alors lui, pour l'arrêter, James, ça peut aller loin. On n'a pas Jérémy avec nous aujourd'hui parce qu'il est en train de faire tous les podcasts de la Terre, hein, je crois. En train de rouler à Longchamp surtout. Ah ouais, allez tous voir sur Strava. Grosse sortie de Jérémy Saakian aujourd'hui. Ouais, Max de kudos pour lui, s'il vous plaît. Max de kudos. Ça ressemble un petit peu à ce que fait Remco en ce moment. Non, 25 je crois. Remco en ce moment. Ah, quand même, pas mal. Attends, un monsieur. Belle reprise. Bref, la sponsor, il faut toujours le dire. On a encore quelques épisodes de sponsoring avec LACA, l'assurance vélo collective. Donc, LAKA, vous allez dessus. Vous pouvez assurer votre vélo contre la casse ou le vol. Et vous avez 30 jours gratuits avec le code SADERAIL, tout attaché en majuscule. Et tout le monde est content et à l'abri. Est-ce qu'on commencerait pas notre émission en parlant de ce qui s'est passé ces derniers jours? Parce qu'il n'y a pas eu que ce week-end. Parce qu'on a vu un Néerlandais volant il n'y a pas si longtemps. Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Alors j'ai noté évidemment les victoires de Søren Verkerschold sur Lumlut et Newsblad, Jasper Philipsen sur Kuurne, Bruxelles-Kuurne. Du coup on rajoute celle de Mathieu Van Der Poel sur le Samin, c'était pas prévu, il est revenu un petit peu plus tôt. Pour l'instant ça a bien fonctionné. On a vu pas mal de choses. Et plutôt que de faire un truc un peu pêle-mêle, j'ai demandé à mes deux compagnons du soir de travailler un petit peu, de prendre un petit cahier de brouillon pour noter les 3 points, ce qu'ils ont préféré ou pas pendant ces 3 jours, ces 3 courses. On va commencer par Anto, parce que vu qu'il a bien bossé, il faut le mettre en valeur aujourd'hui. Parce qu'il a appris qu'il fallait bosser dans l'émission hier, donc voilà. Mais alors qu'on fait ça il y a longtemps. longtemps que j'avais pas bossé un petit peu. C'est vrai que pour le cyclocross, je bossais un peu moins, c'est un peu plus facile. Non, 3 choses, ouais, il y en a 3, 4, 5, il y a plein de choses. Enfin, on a vu plein de choses. Je pense que tout le monde va être à peu près d'accord. Mais je suis plutôt dans la bonne idée. J'étais quand même dans le vrai un peu la semaine dernière. Rappelez-vous, quand je suis venu rapidement, on a parlé de Van Aert qui était annoncé comme un favori du côté du Grand Prix d'ouverture. J'avais dit que non. Donc je pense que je partirai là-dessus sur un Van Aert pas encore au top de sa forme. Ok. Alpecin dans le coup. De toute façon tu l'as dit. Alors il se loupe un petit peu sur le home loop parce que il tombe sur un comment ça s'appelle, one shot très costaud au sprint. Mais le lendemain, ils mettent dedans, et puis au Samin, ils mettent également dedans. Et puis ouais, non, quoi dire d'autre, on peut également parler, je pense, et on sera tous à peu près d'accord, de Paul Magnier, qui fait un gros début de saison. Donc c'est les 3 points. Après, il y a d'autres choses, il y a également le cas d'Oli, je pense qu'on pourra en parler aussi rapidement, qui avait fait un bon début de saison, et puis là, qui se foire, entre guillemets, sur son ouverture en Belgique. Donc voilà, il y a plein de choses il y a pas mal de choses à évoquer, je pense. En tout cas, c'est ce que tu retiens de ces quelques jours de course. La team, toi, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux en voyant les différentes compétitions? Sur la première, Lumloop, ce sera surtout la forme et l'envie de Matthias Vacek qui s'imposait comme l'homme fort des Lidl Trek et qui va encore renforcer ce collectif en vue des classiques. On le sait, c'est un des pôles qui va être assez dominant pour
la victoire peut être un peu optimiste sur certains monuments, surtout quand Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel sont alignés, mais pour aller chercher des places et pour aller titiller les gros pôles, Lidl Trek se renforce d'année en année et va être l'un des pôles à surveiller. Après, Anthony en a parlé, on a eu les Alpecin, et moi ce que je retiens, c'est un peu cette paire Philipsen-Groves, où on ajoute énormément de vitesse à Philipsen avec un sprinter polyvalent comme Groves, qui est capable aussi de se muer en poisson pilote. Et l'autre point, ça va être un peu plus dans le détail, c'est un peu l'instinct tueur de Luka Kubis. Et Ah, surtout sur Loom parce que dans les moments clés, le Tchèque, même s'il manque peut-être un peu de physique face au ténor du peloton, on peut remarquer que ce coureur d'Unibet, Titema Rockets, sait parfaitement se placer. Et au-delà de parfaitement se placer, c'est pas collectivement qu'on le place bien, c'est lui qui arrive à aller chercher à l'amorce des points clés le placement pour qu'il soit absolument toujours présent. alors moi mes 3 points, alors c'est assez pratique. Je trouve que on parlait déjà de Van Aert, mais je trouve que voilà quelques motifs d'inquiétude pour Van Aert pour sa reprise sur les classiques pavés. J'avais noté aussi Van Der Poel déjà très impressionnant et peut-être même trop impressionnant pour la concurrence. Et puis j'avais mis un Magnier, j'étais entre Magnier et Philipsen. Est-ce que vraiment il a rassuré Philipsen? Voilà, c'était mon interrogation. Donc un petit blow Alpecin dedans. Il y avait quelques propositions dans le chat, notamment Jackie Bosberg qui dit le week-end magnifiquement chiant. Ça aussi, on va en parler parce que ça peut rentrer dedans et on va commencer d'ailleurs avec Van Aert parce que on l'a vu donc essayer, en tout cas lors de ces 2 jours. Est-ce que c'est pas aussi le profil qui a fait que Van Aert n'a pas pu s'exprimer en tout? Parce que finalement, on sait qu'il peut faire la différence ou il doit faire la différence dans des moments difficiles. Il n'y en a pas eu tant que ça, vu que ça finit à chaque fois au sprint. Il y a eu deux courses un peu différentes. Du côté du home loop, il y a eu un problème de placement de Van Aert avec un Jorgensen qui était toujours un coup d'avance et un Van Aert un coup en retard. Si vous vous rappelez, à 35 bornes, je me suis fait tout à Ils l'heure sont un peu piégés, les replays, les highlights. Hein? Ils sont piégés à un moment, surtout les jump. Ouais. Il est piégé. Enfin, les Non, Visma. Van Aert est piégé, pas Jorgensen, qui est bien mieux placé. Donc Van Aert un peu mal placé, qui est obligé de faire l'effort pour revenir. Ça, c'était donc le samedi. Dimanche sur Kuurne, il a essayé d'anticiper un peu les choses, mais on a clairement vu une chose, c'est qu'on n'a pas le grand Van Aert encore. Il sort avec Roger Adria, il me semble, de la Red Bull. Alors le Red Bull ne roule pas parce qu'on protège Jordi Meus derrière, mais un grand Van Aert dans ces moments-là, qui est un mec sur le porte-bagages, c'est pas un problème, je veux dire. Si vraiment il est solide et qu'il est sûr de lui, il y va, il met poignet dans l'angle, et tant que ça suit derrière, il va y aller. Et tant que ça creuse. Là, on l'a bien vu, clairement, il doute un petit peu, et puis voilà, et puis il se relève. Donc, après, on parlera aussi, je pense, des positionnements dans les sprints. Du côté du Newsblad, il est complètement mal placé. Il sprinte même pas d'ailleurs, parce qu'il est complètement à la rue sur le placement. Et le lendemain, du côté de Kuurne, du coup, il se met en poisson pilote pour Olaïkov. Olaf Koy, pardon, je vais y arriver. Il se mue en poisson pilote de luxe, on va dire, parce qu'il n'est pas capable de faire mieux de toute façon. Et vaut mieux pas qu'il essaie de faire mieux sur un sprint massif comme ça. Ouais, en plus, ça a été aussi, l'image a été assez marquante de voir un Van Aert avoir des difficultés dans les sprints et un Van Der Poel qui est certes bon sprinter, mais qui n'a jamais vraiment remporté de sprint massif, on va dire, pour un Van Der Poel qui a survolé. Certes, les courses étaient un peu différentes, mais bon, quand j'ai vu les deux, j'ai fait ah oui, il y en a un qui a la gicle. Là, attention, Van Der Poel, on en parlera, je pense tout à l'heure, il y a 2 dynamiques clairement. Aujourd'hui, tu as Van Der Poel qui est dans une dynamique où tu as l'impression que tout le surit, enfin c'est pas une impression, c'est de toute façon tout le surit, tout le réussit. Donc il est sur une spirale complètement optimiste, si tu veux. Il est au-dessus de l'eau, quoi. Et je veux dire, il va au cyclocross, il écrase tout, voilà, tout se passe bien. Et puis tu as une dynamique qui est complètement différente pour Van Aert. Il y a même cette grosse blessure. Je pense qu'on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais cette blessure du Tour d'Espagne qui finalement, je pense qu'on l'a pas vraiment prise. On l'a peut-être prise un peu trop à la légère, mais quand tu vois l'état de son genou qui est complètement lapidé, je pense qu'on n'a peut-être pas pris la mesure du truc. Ouais. Mais tu as d'autres choses complètement différentes. Et puis tu as aussi, attention quand même, sans rien dénigrer du niveau qu'il y avait sur le Samin, tu n'avais pas non plus les mêmes sprinters sur le Samin que tu avais sur Kuurne ou sur le Newsblad. Donc attention, mais Van Der Poel, très très solide. Et puis il fait un sprint insolent, clairement. D'ailleurs, Steve le dit à l'antenne,
Il dit ne faites pas voir ça aux enfants. Oui, Ils font le j'ai sprint écouté, tous ouais. sur la même ligne quasiment. Il est devant. Il prend le Il vent. commence à en mettre. Il en met une. Il se rassoit. Il remet une dent. Il se relève. Voilà. Bon. On est dans 2 salles, 2 ambiances. Ouais, alors c'est ça, c'est que je voulais dire, 2 images assez tranchées. Type, toi, tu penses quoi du retour de Van Aert? Est-ce que ça te, en disant que c'est peut-être encore un peu tôt, c'est vrai qu'on est encore assez loin, pas trop, mais assez loin des objectifs principaux de Van Aert. Mais est-ce que il y a des motifs d'espoir ou est-ce que tu es vraiment full inquiet de ton côté? J'ai pas d'espoir pour lui. C'est malheureux, c'est j'ai tranché. pas d'espoir, mais non, mais Anto a raison. Il y a deux dynamiques qui sont différentes et 2 dynamiques. Je les mettrais même sur 3 points. Il y a la dynamique physique où Van der Poel a pris en caisse et Van Aert a accumulé les pépins. Il y a la dynamique mentale où Van Aert est touché, on le voit. Hein, il a du mal à frotter et même dans Kuurne où il se mue en poisson pilote, l'amorce du sprint. À chaque fois, tu le regardes. Moi, j'avais un œil rivé sur Van Aert. Il se fait bousculer dans le peloton et c'est l'un des seuls jumbo qui recule. Donc il y a même cet aspect-là où même à l'amorce des sprints, pas que dans les virages, dans les lignes droites, il recule. Et j'inclurais peut-être même par rapport à Van der Poel, au vu de leur âge, une dimension familiale. On sait que Van Aert maintenant a aussi accumulé les ennuis et il a 2 enfants. Là où Mathieu Van der Poel, lui, il est encore totalement libre et il n'a pas cette charge mentale en plus d'avoir une famille remplie. Après, c'est pas que familial. On sait que c'est un petit peu dans la tête pour Van Aert, ça c'est clair. Mais c'est juste que c'est vrai que quand on reparle un peu de Jorgensen, mais on avait vraiment l'impression que Jorgensen était au niveau et était même plus fort que Van Aert lors de la première journée. Et est-ce qu'il va y avoir, Anto, vraiment une réflexion de la part de la Visma pour dire est-ce qu'on va mettre Van Aert en numéro 1? Parce que on en dit c'est la dernière année, c'est pas vrai, hein, attention, il va avoir que 31 ans, donc on a encore le temps de panier, surtout sur Paris-Roubaix, ça peut être très vieux. Mais bon, plus les années passent, plus c'est un peu plus difficile. Mais est-ce qu'on va pas se poser la question? Mais il me semble que l'année dernière, il y avait déjà eu ces espèces pas d'affrontements, mais il me semble que l'année dernière, il faudra reprendre les courses, je ne sais plus lesquelles, où on s'était déjà posé la question, parce que Jorgensen, qui nous surprend, moi, qui me surprend toujours autant, qui marche sur des courses d'une semaine, qui marche sur de la course pavée, c'est vraiment un coureur qui est très polyvalent. Mais est-ce qu'on va changer le fusil d'épaule du côté de la Jumbo? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on va clairement un jour du côté de la Jumbo surtout définir un vrai leader, j'ai envie de te dire? Parce que, encore une fois, là, j'avais l'impression qu'on est un peu entre le cul entre les chaises. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est Jorgensen? Est-ce que c'est Van Aert? Est-ce qu'on ne veut pas jouer sur les deux? Jorgensen bien mieux placé parce qu'il est plus fort aussi, parce qu'il est peut-être plus près que Van Aert. Donc oui, pourquoi? Je sais pas. Après, la Jumbo nous réserve souvent, la Visma nous réserve souvent des surprises de stratégie. Mais pour revenir aussi à Van Aert, je pense qu'il y a peut-être l'effet famille qui pèse un petit peu. Mais j'écoutais une interview de Philippe Gilbert, je ne sais plus quel média là cette semaine, qui a dit de toute façon ce genou, il y a de l'appréhension pour Van Aert et il était très très clair dans son explication et c'est très vrai. Quand on est sur le vélo, le genou, il le voit à chaque fois. Vous avez vu les images, le genou il est dégueulasse, on va pas se cacher. Ouais. Il est plein de cicatrices et instinctivement quand vous pédalez, vous regardez vos jambes. C'est-à-dire que même s'il essaye à un moment de faire abstraction à ça, d'essayer de se remettre dans la course, je pense qu'à chaque fois, l'image revient et voilà, ça doit peut-être réveiller des vieux trucs. Alors, attention, c'est pas totalement fini non plus. Peut-être qu'il va y avoir un petit déclic à un moment. On l'espère d'ailleurs. Mais je pense que pour le moment, il n'y a pas le feu au lac. Moi, je dis, de toute façon, c'est le Grand Prix E3, généralement, qui va vraiment faire le truc. Il faudra s'inquiéter le soir du Grand Prix E3. Si vous n'êtes pas dans le coup ce soir-là, ça sera râpé. Quand vous voyez la forme que tient déjà Pogacar et la forme que tient déjà Van der Poel. Alors là, Van Aert, je ne sais pas si vous avez vu, il est déjà reparti à TID. Hein. Aujourd'hui, il s'est collé 3 heures de vélo, 3000 de D+. Donc voilà, il bosse. Mais ce qu'on espère, c'est qu'il y ait le déclic dans la tête. Ouais, donc la course de reprise, sa prochaine course en tout cas, vu qu'il est en stage, c'est programmé sur le 3 qui est le 28 mars. Donc il a un petit mois pour se remettre en jambes, on va dire, pour Van Aert. On va essayer d'avancer tranquillement parce qu'il y a tellement de choses à dire finalement, alors qu'il n'y a eu pas beaucoup de jours de course. On parlait d'Alpecin.
Vous vouliez tous les deux parler un petit peu du collectif des Alpecin, pas collectif qui est souvent un collectif à deux têtes avec Philipsen et Van Der Poel. Première question déjà avant de parler de Van Der Poel. Toi, Thib, Philipsen, il t'a rassuré ? Est-ce que la victoire sur Kern, parce qu'il n'avait pas encore gagné quand même, il était tout le temps maté par un petit peu tout le monde, là il a gagné, est-ce que là ça y est, Philipsen a repris un petit peu d'allure, en tout cas en termes de hiérarchie dans ses classic men? Bah, il a repris un peu d'allure, mais il a repris un peu d'allure parce que lui, comparé à ses deux gros adversaires qui étaient Milan et Merlier, il était extrêmement bien placé et extrêmement bien emmené. Malgré tout, tu vois sur l'Umloop qu'il a quand même, et c'est ce qu'on a vu aussi sur le Tour des UAE, il a travaillé les monts pour passer les bergs, il a travaillé un peu plus son Exactement. explosivité, donc il a perdu un peu de sa vitesse pure au sprint, même s'il reste excellent, il en a perdu un peu, donc bon. Faudra voir ce que ça donne, mais on sait que sur certaines, il va être couplé avec Mathieu Van Der Poel et que le néerlandais risque d'avoir la primeur sur le belge, mais sur certaines autres, il peut aller enchaîner un petit palmarès qui peut être fort sympathique. Ouais, Philipsen, c'est ça pour toi, Anto. En fait, Ouais. il a fait une petite transition, on va dire, parce qu'il a vu que, par exemple, il n'est pas passé loin d'un Paris-Roubaix, mine de rien. Donc, pourquoi pas avoir ce petit truc en plus qui lui permet de. Disons que pour moi, il fait toujours partie des trois, allez, peut-être trois meilleurs sprinteurs du monde, c'est clair, de toute façon. Bien que quand il y a des mecs comme Milan qui arrivent en face, des mecs qui vont très très vite. Mais comme l'a dit Thib, je pense qu'on a travaillé du côté de Philipsen et d'ailleurs, il a passé les monts cette année bien mieux que les années précédentes. Je pense qu'on est peut-être en train de changer un petit peu, pas spécialement se focaliser sur les sprints. On sait que Philipsen également, il y a les maillots, le maillot vert et ces maillots à points qui l'intéressent sur les grands tours. Donc je pense, et puis notamment les courses aussi, voilà, les classiques comme Roubaix et autres. Donc je pense que oui, je rejoins complètement Thib là-dessus. On a perdu peut-être un petit peu de puissance maximum, si tu veux, vraiment d'aspect sprinter qu'il était vraiment avant. Maintenant, ça va quand même très très vite, on l'a vu. Mais on a plutôt bossé, donc il devient un petit peu plus polyvalent, mais ça va quand même très très vite. Ouais. Et on a vu son. Ouais, vas-y, Thib. C'est totalement l'inverse, par exemple, d'un profil à la Paul Magnier qui a concédé avoir fait énormément de renforcement musculaire et avoir pris 5 kilos de muscle pour être beaucoup plus puissant sur les sprints, quitte à perdre de l'explosivité et à passer peut-être un peu moins bien les monts, là où Philipsen, peut-être, lui, a fait opérer le travail inverse. Ouais, c'est pratique, c'est qu'avec ces coureurs-là, de ce type-là, ils peuvent assez facilement, parce que c'est toujours facile de dire ça, mais voilà, de pouvoir jongler un petit peu entre les deux, parce que c'est vrai que Paul Magnier était capable aussi de gagner des sprints un peu en puncher aussi. Ce sera peut-être moins le cas cette saison. Je voulais juste parler du coéquipier de Philipsen, Mathieu Van Der Poel, qui s'est un peu amusé. Il a attaqué le 3 fois sur le sa main, il s'est dit bon, ça passera pas, je vais faire le sprint. On a décrit le sprint tout à l'heure où il était un petit peu tout seul, il a lancé très loin, mais il a fait tout de suite un écart avec les autres. On a l'impression quand même que ça se dirige quand même avec un tête-à-tête avec Pogačar, quand on voit, en tout cas en enseignement, parce que là le but c'est de parler des enseignements de ces trois premiers jours de course. Donc on a l'impression quand même qu'il y a un niveau entre Van Der Poel et le reste, et Pogačar de toute façon on le sait, c'est toujours le cas. Ah, c'est sûr que si tu compares avec le troisième client direct qui est Van Aert, le trou il paraît énorme. Ouais. Donc pour le moment, oui, Van Der Poel de toute façon, en plus il annonce la veille pour le lendemain qu'il va venir. Il n'était pas prévu, il devait reprendre que ce week-end du côté de Tirreno. Il l'a dit dans la presse, j'avais envie de courir. Voilà, il a appelé l'organisateur. Enfin, il n'a pas dit non. Je viens. Voilà, donc voilà, il est venu. Il a fait ses efforts. Très bien placé aussi au moment. Alors comme tu l'as dit, il a attaqué une fois, deux fois, puis après il s'est fait complètement oublier. D'ailleurs pendant le direct, parfois je le cherchais, je dis mais où est-ce qu'il est? Mais voilà, il était au métier, il savait comment ça allait se goupiller sur la fin, il savait qu'il y avait ce secteur pavé à 2-3 bornes de la fin qui était très dur. D'ailleurs, il l'a dit, il a dit en interview, il savait que la fin, il y avait 5, 6, 7 minutes très, très dures. Et 6, 7 minutes pour lui, c'est quoi? C'est un tour de cyclocross, clairement. Donc voilà, il savait qu'à partir du dernier secteur pavé jusqu'à la fin, il allait se mettre taquet. C'est ce qu'il a fait. J'ai bien aimé le truc de l'analyse de Steve qui dit Van Der Poel, ce qu'il a fait là sur la fin de course, il l'a fait tout l'hiver. Effectivement,
C'est un mec qui a fait du cross. Alors on va pas revenir au cross, je vais pas faire mon relou que le cross tout le temps, mais les efforts qu'il a fait, et ben là, on voit clairement que sur la fin de course, quand il y a 5, 6, 7 minutes de course qu'il faut faire à bloc, Van Der Poel il était là. Le sprint qu'il fait, il faut pas le faire voir aux écoles de vélo parce qu'il est devant, il regarde, il est là, ils sont tous un peu, mais voilà, il se balade. Ouais. Quand il part, il est scotché. Enfin, les autres sont scotchés, mais même Magnier, on dit que c'est Magnier, c'est le favori dans le sprint parce que c'est normal, parce qu'on l'a vu très fort précédemment. Donc on se dit c'est le favori. On l'a vu battre Philipsen. On voit battre Philipsen du côté de Kurn. Jamais réussi à rattraper ne serait-ce que la route Van Der Poel lors de son démarrage. C'est ça qui est impressionnant, même si on le sait qu'il a quand même une giclette incroyable, Mathieu Van Der Poel. Mais là, franchement, c'est juste incroyable ce qu'il a réalisé. Je sais pas ce que tu en penses, toi, la type de. Même si c'est pas grand chose, même si il y avait que Koubis et Magnier. Je dis ça parce que c'était dans tes 3 points pour Koubis. Mais enfin, je sais pas. Moi, quand je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, d'accord, ouais, ça va être chaud quand même encore cette année. Enfin, sauf chute etc. Mais on va faire comme si ça n'existait pas. Ouais, après, c'était un sprint qui lui correspondait plutôt bien. Le déroulé de course lui a convenu. De là, en tirer des conclusions pour en faire un très grand prétendant pour l'hiver. Taper Magnier au sprint. Non, taper Magnier au sprint comme ça, alors que c'est pas potentiellement le meilleur sprinter de tout ce peloton qui était là. Ouais, mais Magnier, on l'a vu. Hein. Regarde, par exemple, son sprint, enfin, déjà son début de saison, et puis son sprint sur l'Omloop, il démarre de très loin. Il a clairement beaucoup plus de vitesse qu'un Philipsen ou même qu'un Rensholt. Donc, ça place quand même la performance. Hein. Faut pas dénigrer juste parce qu'il a battu Magnier. Justement, c'est parce qu'il a battu Magnier qui est dans une forme tonitruante qu'il y a de bons indicateurs. Mais faut pas non plus les mettre beaucoup trop. Faudra voir le reste des courses pour vraiment se faire une idée et surtout de savoir si Mathieu Van Der Poel va pouvoir embêter un peu plus Tadej Pogacar. Et puis est-ce qu'on n'est pas tombé sur un Paul Magnier un petit peu impressionné d'être là. Il l'a dit en interview, je suis fan, il est fan de Mathieu Van Der Poel, on le sait, il est très jeune. Voilà, donc il y a peut-être aussi un petit peu de ça. Voilà, il n'a pas volé clairement Van Der Poel sa victoire, il a maîtrisé le sprint avec la tête. Mais non, je pense qu'il y avait peut-être aussi un petit peu il a dit Paul Magnier, il y avait énormément de bagarres dans la dernière montée pour être dans la roue de Van Der Poel, ça a beaucoup frotté. Donc voilà. Bon, et après, il n'y a pas non plus la même concurrence, Tim l'a dit, hein, je pense aussi, il ne faut peut-être pas en tirer tout de suite des conclusions. Il n'y avait pas la même concurrence non plus que sur le week-end. On enchaîne. Ouais, puis le sprint de l'année dernière ici, je l'avais trouvé beaucoup plus usant. Le déroulé de course avait été un peu plus saccadé et la course avait été un peu plus éreintante que celle-ci. Ça s'est joué vraiment, à mon sens, au punch pur, au kick. Et là, Mathieu Van Der Poel a quand même l'ascendant sur un Paul Magnier. Ouais, c'est le roi du kick, c'est vrai, en effet, Mathieu Van Der Poel. On enchaîne juste parce qu'on a déjà fait très long, évidemment, parce qu'on est toujours amoureux de ces classiques. On a déjà parlé de Paul Magnier, on va le mettre de côté, on a vu ses performances. Voilà, c'est le Français qui monte en ce moment, c'est peut-être le numéro 1 dans les classiques pour la Soudal qui a mis ça un petit peu de côté, on va dire, ces derniers temps, mais qui trouve toujours des moyens d'aller piocher des bons coureurs chez les jeunes. Je voulais parler Anto voulait parler d'Arnaud Delis un petit peu. C'est vrai qu'il s'est manqué parce qu'on l'attend beaucoup, on en attend beaucoup. C'est quand même voilà, c'est l'un des chouchous du public belge, et c'est vrai que voilà, il a joué de malchance. Ça c'est clair. L'année dernière, on l'avait vu déjà jouer de malchance sur ses courses d'ouverture. Il y avait celle où il était tombé, je sais plus c'était laquelle. Enfin, il s'était affolé pour rentrer. Bis repetita, regalère de matériel, enfin crevaison. Il s'affole pas pour rentrer, mais il a dit ensuite, il a peut-être passé un peu trop de temps dans les voitures justement. D'ailleurs, c'est un peu étonnant que du côté de la Loto, on n'ait fait relever personne. On l'a vu naviguer pendant longtemps au milieu des voitures. C'était sur le Newsblad. Hein. Il a fait que de chasser le peloton de toute façon. Et puis voilà, je sais plus quoi, 50 bandes de la fin ou un truc comme ça, croustille complet, il pète. Donc ouais, grosse désillusion. Mieux placé sur le Samin. J'ai trouvé mieux placé, plus attentif au positionnement. Mais rebelote, en nu mécanique encore. Cette fois-ci, il rentre beaucoup plus vite. Et je pense que ça lui a servi de leçon. Il fait un gros effort. Et on va se replacer. Il est presque limite à certains moments, mais voilà, il revient très vite. Et puis à la fin, il se fait malheureusement
tasser. Alors c'est Hofstetter qui déchausse, hein, c'est voilà, il fait pas exprès, mais dans ce sprint un peu où il faut la grosse puissance comme dans ce faux plat du côté du Samin. Bon, il était peut-être un petit peu loin également au niveau du placement, mais voilà, il se fait tasser dans les barrières parce que Hofstetter déchausse. Donc ouais, moi je suis un peu déçu. Il avait fait une bonne début de saison. Il avait gagné sur Bessèges. Je pense qu'il avait vraiment à cœur. Alors il y a pas le feu non plus, feu au lac, hein, du côté de chez Lotto. J'ai vu un papier tout à l'heure passer de Hello qui dit que voilà, il n'y a pas d'affolement à avoir. Mais c'est toujours bien, je pense, de mieux commencer en tout cas son week-end de rentrée. Quand tu arrives en Belgique avec le maillot de champion de Belgique sur les épaules, il l'a dit en interview, c'est quelque chose de courir ici, ça me tient à cœur. Je pense que voilà, il y a quand même un petit peu de déception dans le clan de Lee. Ouais, on rappelle qu'il n'a que 22 ans, Arnaud Delis, mais moi Oui. j'ai peur, quoi. J'ai peur. Alors il a largement le temps, mais il est en train là, pour moi, dans ma tête, de reculer un petit peu dans la hiérarchie, notamment les sprints. On l'a vu foudroyer des sprints avec une seule jambe, gagner avec une seule jambe et tout. Et j'ai l'impression qu'il est un peu moins mordant dans ce moment-là, même s'il gagne à Bessèges, mais il y avait moins de coureurs, de concurrents autour de lui. Donc voilà, j'ai quelques points d'interrogation sur Delis, la forme de Delis en ce moment, mais bon, il a encore le temps de revenir en C'est le forme. Toujours matos, moins bien. c'est pas la forme, c'est le matos. À chaque fois, il pète du matos. Et sur l'Omloop, c'est encore plus révélateur. Son équipe ne l'attend pas, mais au-delà de ça, il y a deux erreurs. On change la roue au lieu de changer de vélo Ouais. dans un moment clé, juste avant l'Eikenberg. Il a perdu énormément de temps et en plus, il en repère parce que après ce changement de roue, il doit changer de vélo. Non, mais il y a pas que ça. C'est que sur l'Algarve aussi, pareil, on l'a vu battu par Demeus. Il a même été battu par Ghana au sprint, même si bon, il y en a plusieurs qui se font battre par Milan Fretin. Mais voilà, c'est juste que Même en voilà, Algarve, il était allergique. oui, bon bah voilà, il y a toujours quelque chose. Des crises d'allergie. Il y a toujours quelque chose pour Arnaud Delis. J'ai juste peur parce que moi j'adore ce coureur et je trouve que le potentiel est énorme et voilà, j'ai envie qu'il continue. Non, moi j'ai pas à peur parce progresser. que contrairement à l'année dernière, honnêtement, dans ces moments où Il il aurait panique eu moins en tout tendance cas. à paniquer, ouais, il était extrêmement posé. Bon, bah alors c'est Ouais. mieux. Bah voilà, il a gagné. Peut-être un peu trop justement sur le Dustblad. Hein. Ouais, c'est peut-être ça qui a perdu finalement à trop vouloir chasser trop longtemps, en tout cas. Donc, on met de côté tout, même la Lidl Trek et tout, on adore Vacek, etc. On attendra la reprise de Pedersen, de Kubis. On attendait pu parler très rapidement en ouverture, mon cher Thierry, parce qu'il faut qu'on avance. On a perdu un petit peu de temps. Juste une petite question sur le Het Newsblad féminin, avec la victoire d'une quasi inconnue. Ça va être difficile parce que, en fait, dans le peloton féminin, c'est souvent les mêmes qui gagnent, mais là on a eu deux échappés qui ont réussi à se disputer la victoire. Juste petite question, bien ou pas bien? Parce que là on a vu des gens critiquer, ouais c'est n'importe quoi, ça laisse du temps et tout aux filles, et finalement voilà, on se retrouve avec deux inconnus devant, etc. Et d'un autre côté t'as plutôt un autre camp qui dit ouais mais c'est génial, le cyclisme c'était comme ça il y a plusieurs années, maintenant on n'a plus ça et c'est super beau comme histoire. Vous êtes dans quel camp, Anto et Thib? Ah. Mais moi j'adore. Moi, Joker, moi. Bah alors, Moi j'adore. Et en Je vais plus, je répondre pense après, que vas-y. en ce moment, c'est les féminines qui nous offrent le plus de spectacles. Quand tu laisses autant d'avance comme ça, on dirait les Emirati qui ont couru 14 à minutes Lumloop d'avance, comme des quoi. branques. Non mais enfin, Ah. honnêtement, en ce moment, il y a quoi? Il y a les UAE qui peuvent nous faire des disaster class. Et puis, t'as les féminines un peu, ça me rappelle un peu le mondial où on court vraiment comme des tanches, quoi. Laisser autant d'avance, se regarder droit dans les yeux et dire oui, bah, c'est à l'autre. Là, on a eu vraiment le vrai moment de tension entre les SD Works avec Demi Vollering. Ça va être sûrement un fil rouge de la saison. Ouais, ça c'est possible avec la victoire de Lotte, non pas Kopecky, mais Lotte Kleis. Alors Kleis, pas Kleis, comme parce qu'on s'est fait reprendre par monsieur le professeur belge James, donc Kleis. Non, tu voulais rajouter quelque chose, Anto, avant qu'on passe à en attaque? Non, juste que voilà, c'est vrai que chez les dames, alors, je vais pas dénigrer le truc, mais il y a souvent au niveau des stratégies, on n'a pas les mêmes codes que chez les hommes encore, où on voit des choses très calées avec voilà Ouais. des trains, des machins, des trucs, des équipes qui prennent vraiment. Il y a encore trop de différences, je pense, de niveau dans les équipes pour voir ce genre de choses. Là, on s'est clairement fait déborder par le truc. Mais Thib l'a très bien résumé. Elles ont pris, je crois, 13 minutes d'avance. Ouais. C'est une folie. Et puis derrière, on s'est regardé, bah non, et puis bah voilà, puis à la fin, bah on se retrouve avec
un sprint d'anthologie d'un kilomètre 500, on voit deux filles qui n'ont pas l'habitude de sprinter. Ah ouais, le sprint, il est Après, incroyable. Ouais, Ah. on les voit là, elles font, on Un pense pas qu'elles kilomètre de se préparent un sprint. sprint. Ouais. Mais voilà, non, mais écoute, tant mieux pour Clay, ça c'est comme ça qu'elle s'appelle, la concurrente Arkea, qui met une belle course à son palmarès. Je pense que c'est une coureuse plutôt qui est plutôt grimpeuse. Donc Ouais. voilà. Bon, C'est la victoire d'une vie. Ouais, c'est vrai, 31 ans Peut-être, en plus. Ouais, voilà. 31 ans, mais moi j'adore. Moi je dis les belles histoires comme ça, j'adore, c'est Ouais, super. ouais, non, mais- On se rappellera aussi des Jeux Olympiques de Paris-Roubaix, aussi il y a 2 ans, où toutes les favorites se sont fait piéger ou ils se sont pas entendus. Voilà, c'est des histoires qui sont fabuleuses et c'est vrai que ça reste dans le palmarès, mine de rien. Surtout pour une course qui est grimpeuse. Enfin, c'est totalement. Oui, t'as 3 secondes. Malgré que ce soit du cyclisme féminin, c'est aussi un peu un argument, que ce soit chez les filles ou chez les hommes, de ne jamais abandonner. Une course n'est jamais écrite d'avance et l'échappée peut finalement aller au bout, même si elle n'a pas beaucoup de chance. Bravo, on va finir sur ces mots et aller directement dans On attaque pas, parce qu'après, on a les Strade Bianche à attaquer. Stop les amis, on va vous freiner un petit peu pour faire une petite page de pub avant le retour de l'émission. On va vous parler de l'ACA. Vous connaissez déjà les assurances pour la maison, pour une voiture, mais vous aimeriez bien aussi assurer votre vélo qui vous a coûté un bras. Eh bien ça existe avec cette assurance, l'ACA, LAKA. Ce qui est bien, c'est que cette assurance s'adresse vraiment aux cyclistes. Vous pouvez casser votre vélo dans votre sortie du dimanche ou en course. L'ACA vous protège dans ces moments-là et vous pouvez stopper cette assurance quand vous le voulez. Et un petit cadeau avec le code SADERAIL, vous obtenez un mois gratuit. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Donc je le rappelle pour le 3e épisode de la saison 5, donc en 2025, on choisit de quoi on a envie de parler. Alors Anto, il était encore dubitatif avant l'émission, il savait pas trop quoi, il y a rien qui lui parlait vraiment, donc je lui laisse encore quelques minutes de réflexion, quelques secondes de réflexion. Atip, toi, tu veux parler de quoi ? Qu'est-ce que tu as vu dans le vélo qui te donne envie de parler? Dans ta petite liste, j'avais pas envie de faire. C'est pas obligé ma liste. C'est pas obligé dans ma liste. Tu peux prendre ce que tu veux. Ouais, mais j'avais pas envie de faire des redites par rapport à ce qu'on a dit avec James. Donc je vais partir sur le très bel article qu'on a eu au sujet de Quintana et son médecin. Ah ouais. J'hésitais entre deux. On va pas spoiler tout le contenu, mais on voit toute une trame et on voit au final que cette affaire n'est pas finie entre Quintana, la justice, et même entre Quintana et Arkea, puisqu'il y a quand même une atteinte à l'image du côté du sponsor et de l'équipe, et que le terrain judiciaire finira par parler en faveur de Quintana ou en sa défaveur. Ouais, et surtout, moi je voulais rajouter, parce que je voulais en parler, mais je vais parler d'autres choses en parallèle. C'est surtout que, en fait, quand on voit les éléments du dossier qui sont établis et qui sont donnés dans cet article, on voit quand même du sang, des garrots, etc. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas été dans une équipe professionnelle. Il y a toujours évidemment des pépins physiques, etc. Toujours beaucoup de matériel médical, paf. Et c'est pas pour se doper, bien sûr. C'est juste que quand j'ai vu ça, je me dis, ah ouais, en fait, c'est encore possible. C'est ça, en fait, qui m'a fait mettre, ce qui m'a marqué quand j'ai lu cet article. Je dis, ah ouais, c'est peut-être encore possible avec des flacons qui permettent de diminuer le taux d'hémoglobine si on rajoute du sang. Je sais plus, un truc comme ça, j'ai pas tous les termes techniques. Mais hématocrite. Merci beaucoup, mon cher Anto, t'en prends beaucoup en plus. Donc du coup, c'est ça. Hématocrite, tu peux pas le prendre. On sent le mec hyper calé. Non, mais du coup, c'est juste pour dire que je me suis dit, ah ouais, finalement, peut-être que c'est encore possible. C'est seulement ça. Anto, tu voulais parler de quoi ? J'ai pas suivi moi ce truc-là que vous avez parlé. J'ai vu des trucs passer sur Quintana rapidement, mais j'ai pas été plus loin. Moi je peux éventuellement parler des problèmes encore, j'ai envie de dire des faits de course avec la victoire de Romain Grégoire qui met au fond, c'était la faune, non c'était à l'Ardèche, enfin je sais plus, il y a deux noms un peu. C'était l'Ardèche, c'était la veille, c'était le premier jour en tout cas. Encore une erreur d'aiguillage. Je trouve qu'on les additionne un petit peu en début de saison. On a eu l'Algarve, on a eu les Bessèges avec les problèmes. Ouais. Ça s'additionne un petit peu quand même. Il faudrait pas qu'il y ait quand même un gros pépin de ces quatre, parce que là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas où sont les mecs, où sont la tête des gens. Mais il faudrait pas qu'il y ait un gros pet à un moment, parce que à l'Algarve on a eu très très chaud. Ah oui, très chaud. Là, ça a été là, ils sont pas trompés très longtemps et il y a pas eu de blême.
Mais voilà, j'ai des trucs comme ça qui m'en viennent. Rappelez-vous aussi de l'année où une X dans le rond-point, on croise la voiture avec l'autre. Là. Enfin, c'était pas une erreur Ouais. d'aiguillage, mais il y avait un rond-point mal fermé. Enfin bref, il y a des choses que voilà, je pense que il y a assez de pépins comme ça. Vous ne pas se rajouter ce genre de choses. Il va falloir que ça soit un peu plus carré, je pense, dans les courses à venir. Ouais. C'est tout ce que j'aurais. Le reste, j'ai pas spécialement Non. du tout. Ah si, Grand Camino, j'avais suivi un peu, j'ai regardé aussi quand même. J'ai vu je sais plus quelle étape avec la victoire du moustachu la Uno X. Alors moi c'est Très beau sprint. pour les problèmes enfin le problème on sait pas quel est le coupable dans ces problèmes d'aiguillage, on va dire, enfin à chaque fois on se trompe. Moi je sais pas dans quel camp me mettre, encore une fois c'est différent parce que les coureurs ils sont passés non, sur la faune ils sont passés plusieurs fois. Ouais, non, d'accord. Quand c'est une arrivée, franchement Ça doit être calé, tu dois pas pouvoir passer. Le matin les mecs ils ont vélo viewer, ils ont tout ce qu'il faut dans les bus. Ils regardent les arrivées, ils regardent avec des plans, ils regardent avec des vidéos. T'as peut-être même des mecs qui ont des plans caméra. Enfin voilà, je veux dire, les mecs ils doivent savoir quoi. À un moment, c'est bon quoi. Maintenant t'as des GPS avec des cartes dessus et tout, t'as tout ce qu'il faut. Je pense que les coureurs sont quand même responsables. Mais dans un final, quand t'as d'adrénaline, tu regardes plus, t'es juste devant, t'es à fond, etc. Là, c'était le cas encore. C'est un Movistar qui menait, il suit la moto qui tourne. Moi, je pense que on doit mettre en place quelque chose qui permet de pas se tromper, parce que moi je suis désolé, mais quand tu es dans un effort intense, t'as pas le temps de te rappeler comment c'était. C'est vrai que c'est difficile, il y en a qui sont plus lucides que d'autres, mais ceux qui sont pas lucides, qui sont cramax, c'est ça le problème en fait. Et on doit pas pouvoir passer par là. Tant pis, tu fermes, je sais pas, tu fais un truc, mais au moins pour le dernier, terminé. Le dernier tour de circuit en tout cas. Enfin bref, mais je dis pas que c'est pas la faute des coureurs aussi, hein, évidemment, mais je dis juste que voilà. Non, il y a forcément des torts partagés, mais ce qui est ennuyant en fait, c'est le 2 poids 2 mesures entre l'Algar et la faune. Alors oui, il y en a une, c'est une course d'un jour et l'autre c'est une course par étape, mais ne pas attribuer la victoire à Filippo Ganna et reclasser les autres dans le même temps, pour moi la décision elle est mauvaise à partir du moment où tu ne la prends pas. Parce que Filippo Ganna, lui, a fait le métier et en ne lui attribuant pas cette victoire, on le sanctionne d'une faute que lui n'a pas commise. Ouais, bon, oui, mais en tout cas, dans nos cœurs, c'est Filippo Ganna, c'est Pippo Ganna qui a remporté cette étape du Tour de l'Algarve. Je termine très rapidement moi sur le Tour de Rwanda. Donc on a vu, non, on n'a pas vu, mais on a su, on a lu du coup ce qui s'était passé lors de la dernière étape sur le Tour de Rwanda. Donc pour le rappeler, course arrêtée parce que il y avait des conditions a priori difficiles. Je n'y étais pas, donc je ne dis que a priori. Selon certains, c'est Doubet, donc le coureur de Total Energy, Fabien Doubet, qui s'est fait porte-parole, porteur du maillot jaune pour dire on arrête là, et a priori c'est un peu gueulé dans les autres camps, les adversaires qui disaient oh ouais il se permet d'arrêter et tout, donc le mec s'est pris un avertissement et il est susceptible de se prendre un peu plus cher et tout. Cette affaire je n'en sais rien, je sais pas qui est en tort et tout, mais d'un côté Doubet dit j'étais porte-parole, on a voulu arrêter, et d'autres ils disent non mais pourquoi on a arrêté, c'est bizarre. Donc moi cette histoire elle est grave bizarre, et c'est encore, on a déjà arrêté plus tôt dans l'année une course en Espagne je crois, par cette décision. Je pense qu'à un moment il va falloir aussi qu'on trouve un protocole, un truc assez démocratique, plutôt que ça se fasse un petit peu en fouillis comme ça, même si on essaie au fur et à mesure de trouver quelque chose, mais un porte-parole de coureur. Il faut toujours un représentant des coureurs. Après, le problème, c'est que si le représentant des coureurs, dans le cas d'espèce, c'est le leader du classement général, c'est vrai. Au surplus, à 6 secondes d'avance sur son dauphin, 12 secondes sur le quatrième, bah oui, ça pose problème sur une étape en plus qui lui correspond pas totalement, et où tu sais qu'il a de fortes probabilités de potentiellement perdre le classement général. Ouais, c'est ça. Bon, donc trouvons une solution. Voilà. On laisse beaucoup de points d'interrogation dans ce on n'attaque pas, mais on va pouvoir passer à la suite. On va allumer la mèche. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Parce qu'on va se régaler dans les prochains jours. Les Strade Bianche, Paris-Nice, Tirreno, Adriatico, plein de courses sympas avec différents enjeux pour les Strade. Alors, les Strade, peut-être qu'on va pas devoir en parler très longtemps, surtout que spoiler, Van Gils n'y sera même pas. Donc, il vient d'annoncer qu'il était fiévreux. Il y a un coureur qui est là, il s'appelle Tadej Pogačar. Voilà. Chez Tib. À partir de là, je vois pas ce qui peut se passer d'autre. Voilà, c'est tout. Ah, c'est terrible parce que, allez, on rembobine 5 minutes en arrière et j'ai dit, ce qui est magnifique, c'est que le sport a toujours son lot d'incertitudes. Je reviens sur ce que j'ai dit. Le sport a toujours son lot d'incertitudes, sauf quand Tadej Pogačar est aligné au départ d'une étape.
ou d'une course qui lui correspond totalement. Et là, honnêtement, l'Estradé, on a vu l'année dernière un show de 81 km. Cette année, il était parti dans le secteur numéro 8 à ce moment-là. Maintenant, ce sera le numéro 9 de Sainte-Marie. Là, on sait qu'avant le Martino Ingragna, on a rajouté un nouveau secteur. Donc, en l'espace de 40 km, on a littéralement 30 km de chemin blanc. Il peut partir d'encore plus loin. Il peut partir à une marque que j'estimais à 93 km de l'arrivée. Oui, bon, S'il part pas dans le Sainte-Marie. Mais on le sait très bien, ils vont tous se battre pour la deuxième place. Ouais, en tout cas, c'est vrai que quand on voit aussi cette start list, alors je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais j'ai l'impression, je sais pas pour toi Anto aussi, alors je vais donner les quelques favoris, mais il y en a qui ont un peu fui, tu vois, Mathieu Van Der Poel qui aurait pu y aller par exemple vu sa forme, mais j'ai l'impression qu'on a un peu fui, c'est l'Estradé Bianche. Les autres favoris c'est Pidcock qui l'a déjà gagné en plus, on a du Romain Grégoire, Michel Kwiatkowski, donc Van Gils out, etc. Mais voilà. Ça s'arrête là, j'ai l'impression qu'on a vu qu'il était là et s'est dit allez, allons directement à Paris-Nice et Tirreno, on va pas se faire chier. Ceux qui font Tirreno commencent lundi, je crois. Ouais, c'est ça, ils commencent plus tard. Ouais. Donc ouais, ceux qui font Tirreno, clairement, c'est sûr qu'un mec comme Van Der Poel qui va à Tirreno aurait pu aller sur l'Estradé. Par contre, ceux qui sont du côté plutôt de Paris-Nice, qui commencent le dimanche, oui, c'est plus compliqué. Et en région parisienne, c'était un peu plus compliqué au niveau de la logistique. Mais oui, j'ai l'impression que les coureurs commencent peut-être à abdiquer un petit peu quand l'ogre slovène est là. Il n'y a pas grand-chose à rajouter de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, il perd que s'il y a un problème mécanique. Personne ne va pouvoir le suivre. S'il y a un problème mécanique, s'il chute, etc. En tout cas, ouais, sur ce qu'il a fait voir sur le début de saison, oui, je pense que sans ennui mécanique, et encore, il en faudrait peut-être même plusieurs, j'ai envie de te dire. C'est moche d'en arriver là, de souhaiter. Enfin, je souhaite pas, mais de dire ça, je pense qu'il en faudrait peut-être même plusieurs ennuis mécaniques pour qu'il y ait un petit peu de suspense sur la course. Mais justement, c'est bien le problème avec Tadej Pogacar. On sait que son équipe va maîtriser, donc au pire, il lui arrive un souci, il change de vélo, il attaque, il a 1 minute d'avance, et puis après, il récupère sa voiture, et là, il peut récupérer un vélo. Il aura la voiture techniquement numéro 1, donc il a l'avantage, en cas de crevaison dans les secteurs, d'être dépanné plutôt rapidement par rapport à ses adversaires. Et comparé au biathlon, tu vois, à l'époque du grand Johannes Beu, il a plusieurs crevaisons de marge. Oui, non, mais c'est ça. Après, l'histoire des voitures, attention, c'est quand même compliqué. D'ailleurs, on en revient rapidement à Dely, du côté du Newsblad, qui avait la voiture 2, il me semble, et qui, quand il crève, quand il s'arrête la deuxième fois, non, au Samin, je sais plus laquelle c'est Samin, sa voiture est déjà arrêtée pour quelqu'un d'autre. Voilà, ils étaient arrêtés pour quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi ce critère-là. Enfin, ça fait beaucoup de choses à mettre bout à bout. Mais non, après, Van Gils, visiblement non partant. Pidcock fait un bon début de saison, mais franchement, il faudrait un très très grand Pidcock pour le voir essayer de tenir un peu Pogacar. Kwiatkowski, j'aime bien aussi. En plus, il s'est imposé sur la Classica à Rennes là en début de saison. Enfin, il y a 15 jours, 3 semaines, pour ce qui ressemble. Il revient bien. Aujourd'hui, il était dans le coup du côté. Il était pas loin du côté de. Je sais même plus les courses. C'était le Trofeo Leguia. C'est ça. Il était dans le coup, donc pourquoi pas. Voilà, revoir un Kwiato devant. Mais j'espère qu'il va pas noter le suspense trop tôt quand même. Je vois pas. T'as oublié quand même dans tes mentions, t'as oublié le favori pour la deuxième place, honnêtement. Ah, c'est lequel pour toi? J'ai dit Hirschi, non? Non, j'ai dit Hirschi dedans et je sais plus qui j'ai dit. Non. C'est qui? Mais un mec qui est dans une forme éblouissante en ce début de saison et qui est des Visma Lease the Bike. Ben Tulette. Favori pour la deuxième place. Et c'est vrai qu'il a fait troisième sur Drôme. On a essayé de mettre ça dans l'ordre. Non, mais en vrai, on peut tergiverser et faire tout un débat autour de Tadej Pogacar, la présence de ses adversaires. Moi, en fait, le vrai débat que je devrais avoir sur l'Estradé Bianche, c'est est-ce qu'ils ont besoin de durcir encore plus cette course? Elle l'était déjà suffisamment. On l'a vu l'année dernière en rajoutant une nouvelle boucle. Ils l'ont rendue encore plus dure et elle était extrêmement épuisante, et là ils nous rajoutent encore des kilomètres pour franchir 200 km alors qu'ils en avaient véritablement pas besoin. Ouais, non mais bon, après, peut-être que, je sais pas, surtout quand la course est pliée à 80 bandes de l'arrivée. Ouais, mais elle était déjà pliée dans le même secteur alors qu'il était à 60 km de l'arrivée.
de base. Donc ouais, je suis moyennement fanat en fait de ces ajouts pour essayer d'obtenir un saint graal de monuments, alors que bah, le prestige et la difficulté, ils l'ont déjà. Si vous aviez 5 euros à mettre là sur une cote à 10 par exemple sur Pogacar accompagné en bas du mur de, on va dire du mur de Sienne, est-ce que vous mettez dessus ou pas? Non, pas du tout. Pogacar Non, je accompagné, le mets on pas. ouais. Non, non. Bon, j'ai tenté un petit truc. Bon, c'est vrai que c'est Après, compliqué, on j'ai voit envie de pas. te dire, Pogacar, si tu parles de cote, il est coté à 1, 0 0 0,1. 0 0. non, non, 1,25. C'est vrai? Il est en négatif. Il est en négatif. Non, mais, C'est lui non, qui mais, paye. non, mais à 1,25, j'ai envie de te dire, t'as qu'à te baisser et ramasser 25 euros. Ouais, attends, on sait jamais. Imagine, il chute un moment, il abandonne parce qu'il a la flemme. Bon, bref. Ça, c'était pour les stradés, mais c'est vrai que ça nous Non, enlève un mais petit peu le en suspense. plus, il Mais va bon, avoir. on aura du monde pour le podium, donc c'est bon. Mais en plus, c'est un homme de statistiques. Ça peut être le premier coureur de l'histoire de cette course à faire le doublé, le back-to-back. À gagner à partir au kilomètre 0 et gagner. Déjà que c'est quoi la type qui avait mis sur le Tour de France, et c'est ça, quand ça part de Barcelone, t'as déjà le contre-la-montre par équipe avec le temps individuel, donc il peut prendre le maillot jour 1 pour le garder jusqu'à jour 21 aussi, évidemment derrière, j'avais regardé sur Ouais, sur le parcours. au début, je me suis dit, oh, allez, il peut faire la passe décisive à un coéquipier, mais en fait, tu Bah oui. prends le temps sur le Ouais. premier coureur, donc Donc c'est ce bon. sera pour lui, quoi. Il sera déjà numéro 1. Bon. En tout cas, on va parler du podium après parce qu'on pariera vite fait dessus pour le vainqueur. Ça m'a l'air compliqué, mais pour un petit coureur sur le podium, donc on parlera un petit peu des différents outsiders. Bah, moi, tu l'as déjà. Ah oui, bah ouais, je sais. Moi, on verra tout à l'heure. Ensuite, alors, juste moins de choses à dire sur Tirreno Adriatico parce qu'on a beaucoup parlé de Mathieu Van Der Poel qui fait une reprise là-bas, mais il y a moins d'intérêt. Moi, je trouve que l'intérêt, il est plutôt sur Paris-Nice. Je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'il y a un certain Jonas Vingegaard qui est dessus. Et là aussi, parce qu'on parlait de la forme de Van Aert, alors on fait que Visma et Bike aujourd'hui, mais avec ce qu'on a vu sur l'Algarve, même s'il a été bon en chrono, c'est le grand test pour Vingegaard. J'ai l'impression, type, enfin voilà, on a vu quelques faiblesses. Là, si on voit encore quelques faiblesses, ça c'est pas compliqué évidemment, mais c'est juste qu'on va se poser des questions. Bon, après, il est en construction, donc Ah, ok. on verra. Mais oui, bah, si tu as à choisir entre les deux listes, bon, bah, il y en a un qui est privilégié par rapport à l'autre, même si il manque quelques têtes d'affiche. On aurait aimé voir un Tadej Pogacar, par exemple, sur Paris-Nice pour aller titiller un peu Vingegaard, un Remco Evenepoel. Et au final, la concurrence, ce sera quoi? Primoz Roglic. Et puis après, bah, faudra voir les autres. Donc techniquement, bon, il est censé quand même faire un résultat, et le résultat le plus haut possible quand t'es bah, le prétendant à bousculer Tadej Pogacar sur le Tour de France. Roglic même pas Pogacar, annoncé. il fait que Ouais. il fait ni l'un ni l'autre. Ouais, Il fait que des courses d'un jour à ouais. partir de maintenant. Ouais, pour se préparer pour le Tour des Flandres notamment. Donc c'est pour ça que c'est particulier. Roglic, c'est pas annoncé sur Paris-Nice. Donc ça, c'est plutôt bon fabuleux. C'est plutôt Ouais, bah Vlasov voilà. qui est pas annoncé. Attention, c'est pas. Ah si, c'est officiel. Ça y est, pardon, c'était officiel tout à l'heure. Donc j'ai l'impression que Vingegaard est un peu tout seul face à Joao Bah, il y aura Almeida. qui Il va en face retrouver- ouais, Almeida. Il y aura Almeida. Il y aura Almeida qui sera là, et puis il y aura aussi les Movistar, il y aura Romeo qui est annoncé. Voilà, donc c'est pour ça que s'il se loupe là, c'est Ouais. Lenny Martinez, Buitrago. S'il se loupe là, peut-être que ça peut montrer des premiers signes de faiblesse, en tout cas, à poser quelques questions, parce que là, il doit allumer tout le monde normalement. Attends, je suis en train de regarder, il y a qui avec lui sur la start list? Alors, avec Jonas, Ouais. annoncé en tout cas, c'est pas encore officiel. Jorgensen, Hagenes, Campenard. Campenard, Jorgensen, donc ça va, de quoi faire autour, mais surtout, il y a eu en face encore Sivakov, McNulty, Almeida, Ivo Oliveira, Domen Novak, et même déjà sur Tirreno, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a déjà Ayuso et Adam Yates annoncés. Non, mais c'est un délire. C'est-à-dire que ça devient maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, ça devient le Paris Saint-Germain pour moi du cyclisme. En gros, c'est maintenant, là on l'a vu encore Ayuso gagner sur le Trofeo Legalia. Même il a gagné aussi en France il y a pas longtemps. Christen, heureusement qu'il se casse la clavicule, sinon on aurait un autre sur les pattes. Heureusement, attention, c'est pas pour lui, mais je veux dire par rapport à la concurrence. Enfin, je veux dire, ça a commencé à être très très compliqué quand même de trouver une place pour les autres coureurs, parce que tu souffles. Hein. Enfin bref. C'est clair que eux, ils sont capables de te faire
deux fronts, deux voire même trois fronts, mais très très solides. Hein. Ah oui. Après, il y avait eu l'intervention dans Bistro Vélo de Pavel Sivakov qui disait justement que ça pouvait être une force tactiquement, mais que à certains moments, il pouvait un peu manquer de ce mec qui se sacrifie pour les autres. Ouais, ça c'est Ayuso, sûr que des petits champions ensemble, enfin des petits, excusez-moi du terme, mais c'est compliqué. C'est compliqué à manager. Et ça, j'aimerais pas être. Et après, la voiture à certains moments. Ouais. Après, il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux un salaire équivalent dans une autre équipe, tu l'auras sûrement pas. Donc, encore une fois, c'est juste que moi, j'ai pas la solution, mais je trouve qu'économiquement, on est en train de se diriger. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui mette vraiment beaucoup d'argent, genre 1 milliard d'euros sur la table, il prend tout le monde et on n'en parle plus. Le cyclisme, il est mort. C'est ça, en fait, qui me fait peur et qui me dit, il faudrait peut-être penser à quelque chose au bout d'un moment parce que même s'il y a pas, on a vu Sky aussi dans les dernières années, il n'y a pas de problème, on a vu d'autres équipes un peu avant, mais là vraiment c'est en train de dominer sur tous les terrains mais il y a quand même des motifs d'espoir. Regarde Loomloop, ils avaient une équipe qui était censée te dynamiter la course et te l'écraser au vu des individualités et c'est eux qui se sont fait piétiner. En fait, quand t'arrives au niveau World Tour, c'est soit Tadej Pogacar est là et il court pour lui et du coup ils écrasent la course, soit tu peux avoir quelques motifs d'espoir. Ouais. Sur les courses d'un jour, je suis d'accord avec toi, Tim, mais sur les courses à étapes, quand t'as une team 5 étoiles comme ça, c'est quand même faut un pôle en face avec Jonas Vingegaard ou un autre leader type Remco Evenepoel qui est très bien épaulé quoi. En gros, t'as que deux coureurs qui peuvent passer outre l'UAE, c'est Vingegaard et Van der Poel qui sont capables dans un bon jour de taper l'un et l'autre. Enfin voilà, c'est Van der Poel sur les courses d'un jour et Vingegaard sur les courses à étapes. Ouais. Sinon le reste, merci, bonsoir, mais bon ça c'est pas une surprise. Et si on n'irait pas au quiz là, les gars, pour la dernière ligne droite, là j'ai un petit quiz pour vous, il est sympathique, il est rapide, vous pouvez jouer aussi dans le chat normalement, même si normalement ça devrait être rapide, j'espère, parce que sinon c'est vrai que vous n'êtes pas très bon. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, Il est là. Oh là là, il est là, ce superbe quiz. Attendez, je le réduis parce que je vois plus vos têtes et ça me fend le cœur. Donc du coup, un petit quiz qui est sur Stradé, Tirreno ou Paris-Nice. Alors du coup, faut répondre pas un des trois ni les trois, c'est juste que c'est des questions sur les trois courses. Vous verrez, vous répondez en fonction de ce que je vous demande. C'est assez simple, c'est un quiz question-réponse. Première question. Quel coureur a remporté les trois ? Il a remporté Stradé, Tirreno ou Paris-Nice. Enfin, et Paris-Nice, pardon. Les trois. Les trois. A remporté les trois courses. Pas la même année, évidemment, parce que c'est compliqué. Mais... Kwiatkowski ? Non, pas Kwiatkowski, non. C'est beaucoup plus simple que ça. Dans le chat, est-ce qu'on a des réponses ? Non. Alors là, profitez-en, parce que là, ils sont en train de bugger. Les trois. Qui a gagné les trois ? Qui a gagné les Stradé, Tirreno et Paris-Nice ? Tic-tac, tic-tac. Oh là là, la première colle. Alors, je vais essayer de... Vous n'avez pas le chat mais, non, pas Roglic. Non, mais c'est pas possible. Aucun. Mais non. Roglic n'a jamais gagné les Stradé. Et non. Et c'est pas bon. Vous manquez le coureur qui est capable de tout gagner, que vous n'avez pas nommé. C'est pas possible. Merci Wanzi dans le chat. Pogacar, évidemment. C'est pas possible. Pas trouver Pogacar. Bah oui. Il a gagné Paris-Nice en 2023. Tirreno, je sais plus quelle année. Et les Stradé. Merci le chat. Je me rappelle plus qu'il avait gagné Paris-Nice. Si en 2023. Non, moi j'étais en train de chercher d'autres coureurs plus loin. Et voilà. Merci le chat. 1-0. Merci Wanzi de nous avoir sauvés parce que c'était un tunnel. Deuxième question. Un seul coureur en activité. On a remporté 2 sur les 3. Outre Pogacar, bien sûr. Un seul coureur en activité. On a remporté 2 sur les 3. Donc, soit Stradé et Tirreno, soit Tirreno et Paris-Nice, soit etc. Vous avez compris. Un seul coureur en activité a remporté 2 de ces épreuves. Avec un coureur qui a déjà été nommé par vous ou le chat. Qui a déjà été nommé. Quelqu'un l'a dit... On l'a entendu. Et c'est une bonne réponse encore du chat. C'est bien Kwiatkowski qui a remporté les Stradé et Tirreno de mémoire. Puisque je l'ai pas noté. Il a fait podium sur les Stradé. Tout à fait. Il n'a pas remporté les Stradé Bianche, Van Avermaet. Mais il a remporté Tirreno. Oui, tout à fait. Ensuite, troisième question. Donc 2-0-0. Le chat est en avance. Quelle nationalité, avec un S, a gagné le plus sur les Stradé ?
Vous me donnez les deux à la suite pour avoir le point, Belge. pareil dans le chat. Les deux à la Belge et suite. Suisse. Belge et Suisse, c'est une bonne réponse. C'est Belge et Suisse avec Suisse pour Cancellara qui en a gagné 3 et la Belgique qui en a gagné 3 avec Philippe Gilbert, Tige Benoît et donc Van Aert. 1 point donc pour la team, 2 pour le chat, 0 pour Anthony. 4e question. La France n'a jamais gagné Tirreno Adriatico. Même pas fait 2e. Mais 3 coureurs ont fait 3e podium donc de Tirreno Adriatico. Alors, il y a Citez Pinot. moins en 1. Ah bah voilà, c'est Pinot. terminé. Voilà, Pinot, bonne réponse en 2019. Sinon, il y avait Gilles Delion et Charlie Mottet. Ouais, bah, je ne voulais pas faire deviner tout ça. 2, tu égalises 2 pour le chat, 2 pour Tib, 0 pour Anthony qui est en train d'aller sur Pro Cycling Stats pour se refaire un petit peu à la manche. Là. Ensuite, 5e question. Sur les 10 dernières années, quel est le seul coureur français à avoir fait podium au général sur Paris-Nice? Le seul coureur Gaudu. français. Gaudu, c'est une bonne réponse, mon cher Oh Tib. là là, Bravo. il va trop vite ce soir. Gaudu en 2023, derrière qui? Derrière. Tadej Pogacar. Et voilà, bien sûr, comme ça vous rappelle Et qu'il a gagné devant, Paris-Nice. Jonas Vingegaard. Et devant Jonas Vingegaard. Et pourtant, il gagne cette année-là le Tour de France, donc ça veut peut-être dire que ça veut rien dire que il n'est pas bon pour l'instant depuis le début de la saison Vingegaard. Alors, 6e question. 3 donc pour Tib, 2 pour le chat, 0 pour Anto. Quelle est l'équipe qui était présente sur le podium des 3 épreuves l'an dernier? Il y a une équipe qui a réussi à placer au moins un coureur sur le podium UAE. des 3. Bah, c'est ce que C'est j'allais tout dire. à fait UAE avec Poggi sur l'Estrade, McNulty sur Paris-Nice et donc Ouais. Ayuso sur Tirreno Adriatico. Ils n'ont remporté qu'une seule. Et c'était donc l'Estrade Bianca avec UAE. C'est donc 1 point pour Anthony. 3-2-1. 7e question. Alors, Stradé. Quel était le premier Français de l'édition 2024? Le premier Français. Grégoire. Romain Grégoire, ce n'est pas bon. Tu disais quelque chose, Anto? Madouas. Madouas, ce n'est pas une bonne réponse. Alors, c'était un coureur en 6e position, ce n'est pas Madouas. 6e position, qui a terminé 6e. C'est un coureur, je vous aide, hein, qui en ce moment Ouais. est blessé, qu'on n'a pas vu. La porte n'est pas bon. Mon cher Non, Anto, c'est qu'on pas a entendu Laporte. en fond. Il n'était pas en plus. Ah. Un coureur blessé en ce moment, qui est très bon sur les courses d'un jour, qui a d'ailleurs failli remporter l'Amstel une année. Et c'est une bonne réponse du chat. C'est Cosnefroy Cosnefroy. qui a terminé 6e l'année dernière, je l'aurais. 3e poids pour le chat. De Égalité toute façon, avec Thierry. je l'aurais pas eu, hormis Non. là, avec la blessure. 8e question. Paris-Nice maintenant. Quel était le premier Français de l'édition 2024? Alors, premier indice, parce que voilà, c'est pas facile. Il n'était pas dans le top 10 déjà, mais dans le top 15. Ça peut vous aider. Non, Alors c'est là- pas Roglic, je suis désolé dans le chat. Le premier Ce français. n'est pas Premier Martinez français, non plus. vous dit. Premier, alors deuxième indice que je vous donne aussi, c'est un coéquipier de Benoît Cosnefroy. Ce n'est pas Turgis non plus. Entendre des trucs dans le chat, c'est magnifique. C'est un coéquipier Lance Peter de Cosnefroy. Non. Non, Troisième indice. c'était pas la fée. Non. Ah non, Troisième l'a fait, indice. en plus, il a bougé. Troisième indice. Quelqu'un de sa famille a déjà gagné cette saison. Ah, merde, les frères machin là. Alors les frères machin, ça ne compte pas. Mais Et vas-y. Paris Peintre. Paris Ouais, Peintre, voilà, je sais que tu l'avais, Ah je non. sais, les frères machin, Ah, mais putain. attends, c'est Paris Peintre évidemment qui a terminé 14e l'année dernière. Vous avez une courte mémoire, moi aussi je l'ai vu qu'en cherchant un peu. Tirreno, 9e question. Donc, du coup, 4, je sais même plus où on en est là. Est-ce que quelqu'un sait les points? Je crois que tu repasses devant. 4, oui, pour toi, la Tib, et 3 pour le chat, et 1 pour Anto. Tout est encore possible, il reste 2 questions, puisque je donnerai double point sur derrière si Anto revient dans la course pour le suspense. Ouh. Tirreno, quel est le premier Français de l'édition 2024? Donc, c'est Oh pas. là là. Alors, il n'a jamais été cité jusque-là. Il n'a jamais Non. été cité Non, jusque-là. c'est pas Martin. Mais c'est un coureur qui est spécialiste des courses d'une semaine, qui a gagné une étape du Tour de France l'année dernière. Un coureur qui a Un français? déjà gagné, ouais, en français évidemment, qui a déjà gagné cette saison. Elle l'a fait? Donc là,
C'est Kevin Vauquelin, bien joué, bien sûr, la Tib. Kevin Vauquelin qui avait terminé 10e. Tu assures donc ta victoire, alors que Wanzi l'a dit, mais vraiment sur le gong. Donc, je ne sais pas, on vérifiera la VAR. Mais en attendant, ça veut dire que tout est remis en jeu. Histoire qu'il y ait un peu de challenge sur la dernière. La dernière, très bien. Dernière question, la 10e. Le chat, vous pouvez encore le faire. Compte 5 points. 2 sprinteurs ont remporté 2 étapes de Tirreno et Paris-Nice l'an dernier. Qui sont-ils ? Il me faut donner les 2 à la suite. Milan et Philipsen. C'est non. Il y avait Milan en tout cas. Peut-être, je peux pas te dire. Alors, Si, je vais il y a dire. Milan. Il y avait 2 coureurs qui ont remporté donc 2 étapes, qui ont doublé sur une course, les courses par étapes d'une semaine. Milan, déjà. Non. Milan derrière, allez. Non, c'est toujours pas bon. Le chat va revenir dans la course très fortement. Alors qu'on est... Alors, Milan Merlier, non, ce n'est pas bon. Ah là, c'est très compliqué là. Je peux pas. En fait, Sur Tirreno, c'est Milan, c'est sûr. C'est Milan, c'est sûr. Et la bonne réponse, Wanzi, qui est en train de vous éclater aujourd'hui puisqu'il a donné la bonne réponse, c'est Olaf Koy qui avait remporté 2 étapes de Paris-Nice l'année dernière. Ah oui. Et voilà, donc c'était la bonne réponse, Milan et Koy. Mais moi j'étais full sur Tirreno. En plus, j'ai cherché quel sprinter sur Tirreno a remporté 2 étapes avec Merlier, avec Milan. Et la Tib, on l'a perdu carrément du cadre. Je ne sais pas si vous voyez sur. Pardon. Il s'est barré. Et j'avais une question bonus, mais alors celle-là, c'est vraiment pour le fun. Vrai ou faux ? Écoutez bien, Vingegaard n'a jamais réussi à faire mieux que Pogacar sur toutes les étapes qu'ils ont courues ensemble sur Paris-Nice et Tirreno. Vrai ou faux ? Toutes les étapes. Sur Tirreno ? Sur Tirreno et Paris-Nice, sur toutes vrai. les... vrai. Donc, Vingegaard n'a jamais réussi à faire mieux que Pogacar sur toutes les étapes. C'est-à-dire que chaque étape, Pogacar a toujours fini devant Vingegaard, même une étape de sprint, c'est incroyable. Voilà. J'ai regardé ça. Il n'y a pas une seule fois où Vingegaard a fait 132e et Pogacar 135. En même temps, il n'y a pas une seule fois où Vingegaard a remporté aussi un général face à Tadej Pogacar. Hormis sur le Tour de France. Oui, évidemment. Mais sur Paris-Nice et Tirreno, voilà. Et puis après, il faut remonter au Pays Basque. J'ai regardé ça pour le plaisir. Bravo Lati pour ta victoire. Pour la victoire, on verra. Ça sera le VAR qui décidera. A priori, dans le chat, on dit que c'est une honte. Donc voilà. En attendant, on finit par les paris très rapidement et après on va se coucher. C'est même pas vrai. Bon, pour le vainqueur, on met ça de côté maintenant. Je veux juste savoir, vous mettez un nom sur le podium parce que là, il y a des parieurs qui disent qu'est-ce qu'on va faire et tout, machin. Voilà, dites-moi rapidement. Ben Tulette, j'aime bien pour toi sur le podium. Vrai, mais... Et t'as les cotes ou pas sur les... Non, tu les as pas sous les yeux, Tib, par hasard si... Attends, je vais les ouvrir, mais il n'y a pas de code podium encore. Ouais, donc il n'y a pas de code podium. Non, mais c'est pour ça, j'ai pas trouvé non plus. Ok, bon, en attendant, Anto va donner un petit nom. Moi, je vais rester sur Kato, moi. Yadkowski aussi, que t'as bien aimé. Moi, j'allais mettre très fort sur Van Gils avant que j'apprenne la nouvelle aujourd'hui. Et je me suis dit, c'était peut-être le seul qui allait me faire plaisir. Du coup, je vais essayer de... C'est dur parce que franchement, Pidcock, je vois pas dans quel monde il fait pas podium avec cette mais la cote de Pidcock. Parce que soit je fais franco-français et je mets Romain Grégoire pour un podium, pourquoi pas. Je me dis ils arrivent à plusieurs avec le. Là, elle doit être belle, hein. Ouais, elle doit être pas si mal. Mais sinon, Pidcock, je vois. Marc Hirschi, il y a Marc Hirschi aussi. Ouais, Marc Hirschi, je le vois un peu moins bien là. Je vais mettre. Scaroni au pire. Ah ouais, Scaroni il est tout le temps sur le podium. Faut mettre un Astana en fait. T'as raison. Je change d'avis. Je mets Christian Scaroni. On est en World Tour. Ah ouais. C'est vrai. Il torpille mais sur les petites classes. C'est vrai que Scaroni, je sais pas, il a fait toutes les courses depuis le début de saison. Je pense qu'il doit être à 50. Scaroni, il était aujourd'hui. Mais oui, il était encore aujourd'hui. Il était à la Drôme. C'est lui qui s'est mis une peignée à la fin avec l'UAE. Ouais. Si Romain Grégoire. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. C'était mon deuxième call. Donc, écoutez, pour le plaisir, pour pas mettre Pidcock, je vais mettre Romain Grégoire sur le podium. Mais on verra la semaine prochaine. Elle donne belle la cote. Alors, on va voir la semaine prochaine si je fais gagner de l'argent à des gens. Je suis quand même Romain Grégoire podium 50. Attends, mais non, victoire 50. Ok. Et pour le reste, juste pour savoir, pour les restes des victoires, c'est quoi les favoris dans l'ordre? Pidcock à 10, Skuins à 25, Vacek à 30, Benili à 40. Ah ouais. Ça c'est pour la victoire. Ouais, mais bon, ça donc donne un petit peu. Donc on passe de 1,25 à 10 quoi. Bah oui, mais bon.
Tu pensais vraiment qu'ils allaient mettre Pidcock à 5 alors qu'il y a Pogacar? Après, même à 100, je suis pas sûr d'y aller, mais bon. Ok, très bien. Bon, on a les favoris, en tout cas, des bookmakers pour cette course. Et on va s'arrêter là. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci dans le chat d'avoir participé à ce quiz, toujours sans vainqueur, puisque voilà, il va falloir qu'on vérifie. Mais on se retrouve ensuite après les courses, après Tirreno, après Paris-Nice. Après, on verra, peut-être après l'Estradé, on verra en fonction, parce que si il part au bout de 100 bornes, il n'y aura pas grand-chose à dire. Mais en tout cas, on va Moi, essayer je de pense qu'il vous part à retrouver. 93 km de Ok, l'arrivée. c'est ça en fait qu'on aurait dû parier. Merci, on me dit merci dans le chat, ça fait plaisir, chaud au cœur. Et on revient très vite avec vous. Salut les gars, ciao. Allez, ciao. Ciao, ciao.